Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mes vidéos bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que ma chaîne soit mieux connue. Merci encore pour tout cela. Donc là, on va parler de Donald Trump, qui est maintenant véritablement président des États-Unis. Et qu'a-t-il fait de plus important depuis qu'il est vraiment président? Eh bien, comme chacun sait, il a signé énormément de décrets. Alors, on parle de 100, 150, 200, on ne sait pas exactement. En tous les cas, il en a signé énormément. Alors, les décrets dont on parle le plus, c'est bien sûr le fait qu'il ait aboli le DEI partout dans le gouvernement et l'administration américaine, c'est-à-dire le Diversity, Equity and Inclusion, ou en français, la diversité, l'équité et l'inclusivité. En gros, le wokisme. Donc, il chasse le wokisme partout où il y a une présence de l'administration américaine, donc le gouvernement, toute l'administration qui gère les États-Unis, et bien sûr tout ce qui est militaire, ou toutes les agences même administratives du style CIA, FBI, NSA, j'en passe et bien d'autres. Et surtout, je le répète, parce que c'est très important, parce que ça lui tenait à cœur, vraiment toutes les institutions militaires, et il a déjà commencé à virer un amiral femme, une femme amiral qui était dans les gardes-côtes. Donc voilà, c'était la première à être virée, il y en aura bien d'autres. Il veut virer tous les transgenres, d'abord en premier lieu, puis après nous verrons bien. Bref, donc ça c'était un de ces décrets dont on parle le plus, mais aussi le fait qu'il ait pardonné à plus de 1500 personnes qui avaient participé le 6 janvier au Capitole, à l'assaut du Capitole. Alors, lui, le prétexte qu'il dit, c'est que ces gens-là, qui n'ont rien fait, entre guillemets, à part défendre les États-Unis, ils ont déjà fait plusieurs années de prison, donc de toute manière, ce serait injuste qu'ils restent plus en prison. Il a bien entendu parler que, évidemment, l'assaut du Capitole a été en réalité orchestré par les démocrates et en particulier par Nancy Pelosi, donc voilà, qui était présidente de la Chambre du Parlement à ce moment-là. Il a précisé que, comme par hasard, il y avait une enquête du FBI, hein, et que cette enquête a été brutalement arrêtée puisque des dizaines d'agents du FBI se sont fait prendre la main dans le sac en étant filmés en civil en train d'haranguer les foules pour que la foule aille prendre d'assaut le Capitole. Il répète que lui n'a jamais dit qu'il fallait qu'il prenne le Capitole, juste qu'il monte, que les gens montent devant le Capitole afin de manifester, mais il répète qu'il n'a jamais dit qu'il fallait prendre d'assaut le Capitole. Ce jour-là, Nancy Pelosi avait retiré toute la sécurité du Capitole, alors que d'habitude elle est très forte tout le temps, donc en permanence. Ce jour-là, elle avait donné ordre de retirer la sécurité, et les policiers, les restes des policiers qui quand même étaient restés dans le Capitole, ont laissé passer les insurgés, entre guillemets, ceux qui ont pris d'assaut, sans rien intervenir, et même parfois en leur expliquant où aller exactement, puisque une partie des policiers était favorable à ceux qui avaient pris d'assaut le Capitole. Tout ça ayant été pris par les caméras de surveillance, nous avons un sénateur qui s'appelle Ron Paul, sénateur républicain, qui a demandé une enquête officielle. Il y a eu un audit, une enquête sénatoriale, où le chef du FBI
a été inquisitionné au Congrès américain, enfin qu'il s'explique pourquoi la sécurité avait retiré devant le Capitole, pourquoi des dizaines d'agents du FBI en civil haranguaient la foule pour qu'ils entrent dans le Capitole en force. Le chef du FBI a dû s'expliquer devant les caméras, bien sûr, puisque aux États-Unis tout cela est filmé, et j'en passe des vertes et des pas mûres, parce qu'évidemment il y a toute une histoire là-bas. Et donc Trump a rappelé tout ça, le fait qu'ils aient déjà fait de la prison, donc il les a graciés. Voilà. Alors ça, c'est des journalistes lors de la conférence de presse qui lui ont posé la question, et donc il a répondu. Voilà, donc on a ça, on a le fait qu'il ait soulevé à quelque chose d'étrange, parce que nous avons Joe Biden qui a décidé de faire un pardon juste pour prévenir, juste au cas où, de sa famille, c'est-à-dire ses frères, ses sœurs, ou son frère et sa sœur, je ne sais plus si c'est tous ses frères ou toutes ses sœurs, mais en tous les cas, dans le New York Times, ils disent Joe Biden a pardonné au cas où, c'est-à-dire en avance, ses frères et ses sœurs, et il a pardonné à tous ceux qui participaient au Covid, au moment où il y avait l'histoire du Covid. Donc il avait, au cas où l'enquête irait plus loin, il a décidé de faire un pardon présidentiel. Je le répète, c'est très important. Au cas où, pas parce que, là, ils étaient condamnés, tous ces gens-là, frères, sœurs de Joe Biden, ceux qui ont participé à l'élaboration du vaccin en Covid, les gens de Pfizer qui ont participé à tout cela, au contrat, etc. Ces gens-là étaient sous enquête, mais il n'y avait eu encore aucune condamnation. Et ben Joe Biden, il a décidé de faire un pardon officiel présidentiel avant qu'il soit démis de ses fonctions, entre guillemets, à tous ces gens-là, à tous ceux qui participaient à l'élaboration du Covid, au cas où. Donc le docteur Fauci, toute son équipe, qui était, je le rappelle, sous enquête. Sous enquête. Bah oui, parce qu'il y a quand même énormément de preuves qui ont été amenées non seulement par le sénateur Ron Paul, mais par bien d'autres, et aussi par Robert Kennedy Jr., donc RFK, aussi, qui est devenu maintenant l'équivalent du ministre de la Santé, donc il a remplacé en gros le docteur Fauci. Donc le docteur Fauci a eu une grâce présidentielle euh, par avance, donc juste au cas où. Voilà, donc Joe Biden a osé ça. Donc après que Joe Biden ait gracié son fils alors qu'il avait dit un an auparavant que jamais il ne gracierait son fils puisque la justice aux États-Unis est indépendante et donc par respect pour la démocratie qu'il ne gracierait jamais son fils, quoi qu'il arrive, et là, il le fait. Et quelques semaines après, quelques mois après, là il gracie juste par précaution ses frères, ses sœurs, le docteur Fauci et tous ceux qui participaient à l'élaboration du vaccin. Tout ce petit monde était sous enquête policière, voilà, je le rappelle. Mais voilà, donc le fait qu'il ait fait ça montre à quel point quand même Joe Biden se sentait coupable et savait que les autres étaient coupables, puisque là, il ne fait pas du tout confiance en la justice américaine et il fait déjà des grâces présidentielles au cas où. Vous imaginez un peu, ça ne s'est jamais vu, hein. Ça ne s'est jamais vu. Donc vous voyez à quel point quand même on peut se poser des questions sur l'administration de Joe Biden. Quand même. Voilà. Alors évidemment, Trump, lors de sa conférence de presse, a rappelé qu'en réalité, il aurait dû être président à la place de Joe Biden, puisqu'il y a eu une fraude massive électorale. Donc évidemment,
Donald Trump n'a pas pu résister pour rappeler ce fait. Voilà, maintenant qu'il est président de la République, la président des États-Unis, eh bien, bon, bah là, maintenant, il se lâche, hein, on va dire, très clairement. Donc, il a tout balancé. Donc, ce qu'a fait Joe Biden, effectivement, c'est très, très étonnant. Mais bon, lors de la conférence de presse, évidemment, les journalistes lui ont demandé, mais que va-t-il faire maintenant? Que va-t-il faire? Donc là, au niveau domestique, on a répondu avec la chasse au wokisme, le renforcement du mur mexicain, virer les immigrés, tout du moins les clandestins, au minimum, ou ceux qui ne sont pas clairs au niveau des papiers officiellement. Donc il a dit qu'il virerait des millions de gens sans papiers, etc. Voilà, d'immigrés. Donc il a fait le grand pardon de 1500 personnes pour ceux qui avaient fait l'assaut du Capitole. Voilà, les médias parlent principalement de cela. Et bien sûr, il y a les fameuses taxes qu'il impose à certains pays. Il a parlé du Groenland, qu'il avait effectivement des vues sur le Groenland, que pour lui le Groenland ça faisait partie de la sécurité nationale, donc ce serait bien qu'il s'empare du Groenland pour les intérêts américains. Alors évidemment, il s'assoit complètement sur les lois internationales, mais bon, c'est Trump. Il a dit qu'il ferait main basse sur le canal du Panama, bah parce que pour lui c'est trop favorable pour la Chine, donc c'est inadmissible. Voilà, et il veut mettre des taxes sur tout ce qui vient du Canada, mais pas que, de bien d'autres pays, mais dont le Canada, etc., etc. Mais ça, les médias en parlent un petit peu moins. Bah parce que bon, c'est quand même délicat. Là, ça voudrait dire que bon, on va pas accuser dès le début les États-Unis d'enfreindre les lois internationales, puisque vous savez, l'Europe et sa lâcheté légendaire, ils peuvent plus cracher vraiment sur Donald Trump, parce que qui sait ce que Donald Trump serait capable de faire en retour. Donc l'Europe tremble, tout du moins l'Europe de l'Union européenne. Certains pays ne tremblent pas, comme la Serbie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Italie. Voilà. Donc ces pays-là, au moins, eux ne tremblent pas, mais tous les autres tremblent parce qu'ils ne savent pas ce qui pourrait lui passer par la tête. Donc ils préfèrent être gentils avec Donald Trump pour l'instant. Alors les médias, évidemment, occidentaux ne se privent pas pour lancer quand même quelques petits pics, mais ça reste à bas bruit. Alors maintenant, pour ce qui est le plus intéressant de ce qu'il a dit concernant l'international, donc tout d'abord l'Ukraine, bien entendu, il a dit qu'il voudrait parler le plus rapidement possible avec Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine avait tout intérêt à vite négocier, parce que sinon la Russie là serait vraiment en difficulté à cause de l'inflation, à cause de l'économie russe, à cause du fait que là les Russes ont déjà 1 million de morts, mais ils rajoutent, et ça c'est un problème, les Russes ont déjà 1 million de morts et les Ukrainiens ont 700 000 morts. J'espère que Zelensky n'a pas écouté son intervention, parce que Zelensky hurlerait de rage, puisque Zelensky, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait dit que très officiellement, il n'y avait que 83 000 morts pour le côté ukrainien. 83 000 morts. Et là, Donald Trump, il dit 700 000 morts. Comme quoi, le Pentagone connaît véritablement les chiffres. Par contre, comme ça reste les États-Unis qui donnent les chiffres et qui peuvent pas quand même passer pour des guignols, des clowns complets, ils étaient obligés d'augmenter les chiffres des morts russes, même si ça n'a absolument aucune logique et que c'est un mensonge sans vergogne, éhonté, absolument terrible, puisque même Zelensky, lors d'une intervention télévisée en Ukraine, avec un journaliste
occidentale de MSNBC avait dit que les Russes tiraient 12 fois plus d'obus, 12 fois plus d'obus que les Ukrainiens, que quelquefois les Ukrainiens, ils avaient que 1, 2 ou 3 obus à tirer par jour, et que les Russes lançaient 4000 bombes FSB, donc les bombes planantes, par mois. Et ça, c'est Zelensky qui le dit lors d'une émission télévisuelle. Et je vous avais pris cet extrait télévisuel que je vous avais montré dans un point sur l'Ukraine. Donc évidemment, maintenant, on a tous les analystes militaires dans un grand consensus général qui disent que plus de 90% des morts sur le champ de bataille sont dus à l'artillerie. Alors là, on a un petit problème arithmétique. Parce que si, d'après tous les spécialistes militaires, ils sont tous d'accord, il n'y a pas de polémique, hein. Et je vous avais déjà montré les chiffres, hein, donnés par un grand général allemand. Donc, si plus de 90% des tués sont dus à l'artillerie, et que les Russes, selon Zelensky, tirent 12 fois plus d'obus que les Ukrainiens, inutile de vous faire un dessin. Donc, bien évidemment, les Russes ont infiniment moins de morts que les Ukrainiens. N'oublions pas les chiffres de Mediazona qui donnent environ 84 000 morts officiels côté soldats russes. 84 000 morts côté soldats russes, d'après Mediazona, qui reprennent que des faits factuels. Alors Mediazona ne travaille pas seul, il travaille aussi avec la BBC pour avoir ces chiffres officiels, donc les tombes, les chiffres administratifs russes, les chiffres donnés par le ministère de la Défense, même les dires de la famille, les journaux nécrologiques de la ville, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte pour avoir ces chiffres. Moi, mon estimation personnelle par rapport à tout ce que je lis, et comme je lis énormément de rapports russes, pour moi, il y aurait plutôt 90 000 morts côté russe et non pas 84 000, parce qu'il y a tous ceux qu'on ne peut pas compter et qui ne sont pas décomptés. Et d'après tout ce que je lis, d'après d'autres comme le colonel Kassad, bon, pour les experts, on va dire de tout ce qui est militaire, tout le monde connaît le colonel Kassad, et d'autres, bon, en gros, on arrive plus vraisemblablement en réalité à 90 000 morts côté russe. Bref, donc Trump dit 1 million de morts côté russe, 700 000 morts côté ukrainien. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Donc là, il a dit à son envoyé spécial, le général Kellogg, il lui a dit, je te donne 100 jours pour arrêter la guerre, pour essayer tout du moins d'arrêter la guerre. Et donc là, Donald Trump a déjà donné une feuille de route à Vladimir Poutine. Il a proposé en premier lieu un cessez-le-feu, que l'Ukraine n'ait pas de date quant à une entrée dans l'OTAN, c'est-à-dire en gros l'Ukraine entrera peut-être dans l'OTAN, mais alors ce sera dans on ne sait pas combien de temps. Et la troisième chose qu'il a proposé à Poutine, c'est éventuellement une levée de toutes les sanctions contre la Russie. Mais pas sûr, pas sûr. Voilà ce qu'il a proposé à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit « il n'en est pas question ». Bah oui, un cessez-le-feu pour la Russie, non, c'est pas possible. Ce serait une non-victoire pour la Russie, puisque la Russie n'a même pas encore pris totalement, sauf un seul oblast, l'oblast de Lugansk, mais il y a 3 autres oblasts, c'est-à-dire celui de Kherson, Zaporozhye et Donetsk, qui ne sont pas complètement pris déjà. Donc un cessez-le-feu était hors de question pour Vladimir Poutine, et d'ailleurs il l'avait dit depuis déjà plus d'1 an, et Lavrov aussi l'avait dit depuis plus d'1 an. Quant à l'OTAN, même si c'est rapporté au calendrier grec,
De toute manière, Vladimir Poutine et Lavrov avaient dit que non, même si on lui proposait dans 20 ans, il refuserait. Puisque lui, il veut une Ukraine qui ne soit jamais intégrée dans l'OTAN à perpétuité. Voilà. Et en plus, Trump qui dit, ah, écoute, si tu acceptes, peut-être même qu'on lèvera les sanctions contre la Russie. Non, mais franchement, Trump, je ne sais pas. Franchement, des fois, je ne comprends pas Trump. Quoi, je ne comprends pas Trump. Si, en fait, je le comprends très bien. Le problème avec Trump, c'est qu'il retombe dans les travers de son premier mandat. Trump est quelqu'un, en réalité, d'extrêmement naïf. Il est d'une naïveté, mais incroyable. Alors, je vous explique. Déjà, il croit ce que le Pentagone lui dit, c'est-à-dire 1 million de morts côté russe, 700 000 morts côté ukrainien. Il prend ça, bon, comme ça. Alors pourquoi je dis aussi les chiffres 700 000 côté ukrainien? N'oublions pas que certains, je ne vais pas les nommer pour éviter tout problème, mais certains parlent de 700 000 morts côté ukrainien comme un chiffre minimum. Il y en a qui parlent d'1 million, 1,2 million de morts côté ukrainien. Voilà. Mais bon, voilà. Donc en gros, là, il n'a fait que répéter les chiffres du Pentagone. Mais n'oublions pas son premier mandat. On lui avait vendu que voilà que la Syrie avait gazé son propre peuple. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Donald Trump? Bah lui, il a envoyé 50 missiles sur la Syrie. Voilà, en 24 heures, de manière totalement illégale, sans qu'il y ait un rapport d'enquête internationale sur le gazage, dès que les services secrets lui ont dit «Ah, il a gazé son propre peuple», ce qui était faux. Ce qui était faux. Hein. N'oublions pas que maintenant, toute cette affaire a été démystifiée. Bachar al-Assad n'a rien fait du tout contre son peuple. Ne l'oublions pas. Donc, bref, tout ça a été démystifié, mais il a immédiatement réagi. C'est pareil, tout ce qu'on lui a dit sur l'Iran, il a tout gobé. Il a absolument tout gobé. Donc, n'oublions pas sur le Venezuela. Aussi, toutes les choses affreuses que Nicolas Maduro aurait fait à son propre peuple aussi. Il a tout gobé. C'est pour ça que lui, Trump, a décidé de faire un coup d'État à Maduros et il a poussé Juan Guaido à s'autoproclamer président du Venezuela, etc. Et le pire du pire, c'est quand il y a eu les 2 tentatives d'assassinat sur sa personne, où il a accusé l'Iran. Il a accusé l'Iran sur son compte Twitter, Donald Trump. Imaginez-vous un peu comment il est d'une naïveté incroyable. Alors que lors de la première tentative d'assassinat, il accusait l'État profond, à la deuxième tentative d'assassinat, il accusait l'Iran. Donc imaginez-vous à quel point Donald Trump est influençable. Il est d'une naïveté absolument énorme et très influençable par les services secrets ou les agences de renseignement, peu importe. Mais c'est quand même extrêmement grave d'avoir quelqu'un d'aussi influençable. Je n'ai pas d'autres mots, ou naïf, comme on voudra. Donc ça, c'est terrible pour Donald Trump parce qu'il gobe tout ce qu'on lui dit. Il gobe tout. Donc c'est vraiment très 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 inquiétant et ça augure mal de l'avenir parce que ça voudrait dire qu'il n'a absolument rien appris de son premier mandat. Il n'aurait strictement rien appris. Et pourtant, il a l'habitude des mensonges des médias, il a l'habitude des mensonges de la CIA, quoi, il devrait. Mais souvenez-vous que Donald Trump, il n'a jamais accusé la CIA, le FBI de quoi que ce soit. Il n'a jamais dit que ces agences-là posaient des problèmes.
Peut-être à part la CIA, il me semble, où une fois il avait soulevé que bon, la CIA quand même, c'était un problème parce que c'était un État dans l'État. Voilà. Mais bon, à part ça, c'est tout. Donc Donald Trump, très très gros défaut pour cette chose-là, tout du moins. Donc pour revenir à l'Ukraine, bah, évidemment Vladimir Poutine lui a dit mais pas question, il n'en est pas question et c'était absolument évident. Surtout que ça fait plus de 2 ans que Vladimir Poutine a fait une charte hein, pour déjà pouvoir négocier donc dénazification de l'Ukraine. Jamais l'Ukraine n'entrera dans l'OTAN, la levée des sanctions, la démilitarisation de l'Ukraine, pour ne parler bah, que des sujets les plus importants qui sont absolument incontournables pour Vladimir Poutine. Et là, Trump, il dit simplement, hein, cessez le feu, bon, ben, l'OTAN pour l'Ukraine, on verra, mais pas tout de suite. Et les sanctions contre la Russie, peut-être que je les retirerai. Mais bon, c'est pas sûr. Et, mais qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait qu'il allait balayer d'un revers de main les demandes de Poutine comme s'il était en position de supériorité. Alors que les États-Unis sont en grande position d'infériorité, avec une Russie qui est victorieuse, qui va gagner. La Russie peut faire strictement ce qu'elle veut. Et les États-Unis seraient complètement impuissants face à la Russie. Les États-Unis feraient quoi? Plus de sanctions? Les sanctions, ça n'a apporté que du bon pour la Russie, puisque ça les a obligés d'être souverains en leur pays dans presque tous les domaines. Et même maintenant, ils arrivent même à commencer à devenir souverains quant aux semi-conducteurs. Chose que la Russie a le plus de mal à pallier, c'est les semi-conducteurs. C'est le gros point faible de la Russie. Mais même là, maintenant, ils y arrivent. Hein. Donc, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire comme sanction? Rien. J'ai entendu des spécialistes comme Marc Toiti qui disaient faire des sanctions à la Russie quant au pétrole, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand on fait des sanctions à la Russie, comme il se passe depuis 2 ans et demi, eh bien, le prix du pétrole, le prix du baril de pétrole, augmente mécaniquement. Donc, augmenter le prix du baril mécaniquement, les Russes gagnent plus d'argent. Alors peut-être qu'ils vont vendre un petit peu moins de pétrole, mais ce petit peu moins de pétrole, de toute manière, sera rattrapé par le prix du baril du pétrole qui augmentera. Donc c'est complètement ridicule. Et il suffit que Poutine fasse comme il l'a fait à 2 reprises avec Mohamed Ben Salman, donc MBS, donc le chef de l'Arabie Saoudite, et qui se mettent d'accord voilà, sur un volume de pétrole pour faire augmenter les prix. Ils peuvent faire ça à volonté. Hein. Voilà. Donc, faire des sanctions à la Russie, ce serait ridicule. Les sanctions, ça ne fonctionne pas. On a vu ce qu'ont fait les sanctions à la Russie. Ça a rendu la Russie infiniment plus forte qu'avant. Et on a vu les sanctions on a vu l'effet des sanctions sur l'Iran, Cuba, la Corée du Nord. Bon, sur Cuba, ça a quand même assez marché, il faut dire ce qui est. Mais pour l'Iran et la Corée du Nord, ça a fait un flop complet, les sanctions. Parce que ce sont des pays qui ont des ressources. Alors évidemment, sur des tout petits pays comme Cuba, bah là forcément ça fait très mal, puisque Cuba c'est minuscule, ça n'a pas de ressources, donc forcément là oui, là ça joue. Mais pour des pays plus gros qui ont des ressources, même relativement peu de ressources comme la Corée du Nord, eh bien ça ne marche pas. Et puis bon, ça dépend aussi des amis que l'on a. La Corée du Nord elle a comme ami l'Iran, la Russie, la Chine, donc comme véritable ami. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Absolument rien. On ne peut pas arrêter la Corée du Nord, qui est d'ailleurs, petite info, lors d'une conférence de presse
Donald Trump a reconnu pour la première fois de l'histoire, hein, de la bouche des États-Unis, il a reconnu que la Corée du Nord donc, était une puissance nucléaire. C'est la première fois. C'était intéressant à noter. Donc, concernant l'Ukraine, au final, on apprend quoi? Il confirme que la décision sera prise concernant l'Ukraine de manière bilatérale. C'est-à-dire que l'Ukraine n'aura pas son mot à dire. Ça se fera entre les États-Unis et la Russie, c'est-à-dire entre Trump et Poutine. Et ça a été confirmé par Donald Trump. Alors évidemment, là, Zelensky, il a hurlé, bien évidemment. Et alors, lors de la conférence de presse, Trump s'est avancé. Parce qu'il a dit oui, oui, Zelensky, il est d'accord pour négocier avec Vladimir Poutine. Maintenant, j'attends le retour de Vladimir Poutine pour vraiment négocier. Alors déjà, la première feuille d'essai, le ballon d'essai envoyé par Donald Trump a fait un énorme fiasco, rejeté direct par Vladimir Poutine. Et il balance, ah ouais, Zelensky, il a accepté de négocier, maintenant il faut que Vladimir Poutine accepte de négocier, parce que s'il ne négocie pas, ah, la Russie va être vraiment dans les ennuis, hein. Ah, vraiment dans les ennuis, hein. Parce que, pareil, soit il joue les ignorants exprès, il fait la comédie, et je parle de Donald Trump, parce qu'il suffit de voir les chiffres du FMI, hein, les chiffres du FMI, bah, c'est croissance entre 3,8 et 3,9 concernant la Russie, infiniment mieux que tous les autres pays occidentaux, et je dis bien infiniment mieux, hein. Donc, bref, il n'a pas regardé les chiffres ou il fait semblant de ne pas les avoir vus, vous m'avez compris. Donc, je pense que Donald Trump sait très bien ce qu'il en est de l'économie russe. Donc, mais bon, il a balancé ça aux médias histoire de dire, j'espère, parce que si il n'a fait que répéter les propos bah, qu'on lui a dit, sans même lire quoi que ce soit, sans même vérifier quoi que ce soit, alors là, c'est terrible. Pour les États-Unis, c'est terrible. Mais bon, espérons que ce n'est pas le cas. Donc, bref, concernant l'Ukraine, bah, ce serait une décision bilatérale. Et l'Ukraine n'aura pas son mot à dire, l'Europe n'aura pas son mot à dire, bien évidemment. Mais, quand même, n'oublions pas la phrase terrible de Donald Trump pour les démocrates et pour l'Europe, et vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'il a dit « Moi, je suis un homme de paix et je suis un rassembleur. Donc, moi, je ne vais pas faire de guerre, je vais faire que la paix et je vais rassembler tout le monde. » Voilà, c'est ce qu'a dit Donald Trump très solennellement. Donc ça veut dire, voilà, qu'il a beau dire, ah, faut que Vladimir Poutine il négocie, quand même, peser les termes de Donald Trump ou jauger des termes de Donald Trump. Il est très prudent dans ses termes. Il essaye de pas trop fâcher Vladimir Poutine quand même, hein. Donc, ouais, il prend des termes très doux, entre guillemets très doux, hein. Même s'il dit, il ferait mieux de négocier, hein, parce que moi, peut-être que je lui ferai des sanctions ou des taxes à Vladimir Poutine, s'il ne veut vraiment pas négocier, hein. Il n'y a qu'une chose qu'il oublie, Donald Trump, c'est que son pays importe du pétrole à la Russie, et pas qu'un peu. Son pays, les États-Unis, dépendent totalement de la Russie quant à l'uranium pour faire tourner les centrales nucléaires américaines. Et Donald Trump a décidé d'arrêter tout ce qui est éolien et énergie solaire aux États-Unis pour privilégier le nucléaire. Donc il a prévu de construire plusieurs centrales nucléaires, donc en gros nucléariser beaucoup plus les États-Unis. Et comme les États-Unis dépendent de l'uranium russe, ça va être un petit peu problématique. Et oui, c'est comme Macron qui avait acheté énormément d'uranium raffiné l'année dernière à la Russie, parce que la France a besoin d'uranium russe aussi. Et je vous en passe bien d'autres, hein. L'aluminium russe, le titane russe, eh ben oui,
C'est un énorme producteur de cela et de bien d'autres choses, tungstène, etc. Donc les États-Unis dépendent de beaucoup de choses, pour beaucoup de choses, de la Russie. Donc n'oublions pas que là, présentement, les États-Unis ont dit à l'Europe, faites des sanctions à la Russie, faites des sanctions à la Russie, privez-vous de tout ce qui vient de Russie. Par contre, eh bien, sous l'ère Joe Biden, hein, eh bien, l'administration de Joe Biden, elle a dit ça à toute l'Europe, mais les États-Unis, eux, ne se sont pas privés pour n'avoir aucune contrainte quant à l'achat de pétrole russe, d'uranium russe, etc. Et oui, les sanctions ont été faites pour l'Europe, pour l'Union européenne, mais il n'y a pas eu de sanctions réelles pour les États-Unis. Donc les États-Unis, eux, ont continué à acheter allègrement à la Russie, alors que l'Europe s'est privée, sous ordre de Washington. Vous voyez? Donc concernant l'Ukraine, voilà ce qu'on sait aux dernières nouvelles. Alors évidemment, en réalité, d'après les bruits de couloir, Trump veut se débarrasser de l'Ukraine, parce qu'en réalité, pour lui, ce n'est qu'un centre de coût, l'Ukraine, donc qui ne sert à rien pour les États-Unis, à part coûter de l'argent. C'est comme pour la Syrie, Trump voudrait retirer les 900 soldats qui restent en Syrie, parce que pour lui, ce n'est qu'un centre de coût et qui rapporte rien, même si quand même les États-Unis volent du pétrole et du blé à la Syrie depuis pas mal d'années. Eh bien, bon, pour Trump, ça reste une toute petite goutte d'eau, donc ça vaut pas ce que coûte la Syrie aux États-Unis. Bref, voilà ce qu'on peut dire sur l'Ukraine. Alors évidemment, l'Union européenne et Zelensky lui-même, bah, ils sont furieux. Zelensky était là à Davos, où il a dit tout ce qu'il faudrait que l'Europe fasse. Alors à Davos, Zelensky, il a dit ce serait bien que l'Union européenne envoie 200 000 soldats en Ukraine, parce que c'est ce que l'Ukraine aurait besoin au minimum, et il a insisté sur ce terme, au minimum. Donc ce qui prouve que l'Ukraine est complètement à la ramasse pour réclamer 200 000 soldats européens, ce qui est complètement ridicule, puisque au mieux du mieux, et je dis bien dans le cadre le plus optimiste, le Royaume-Uni pour envoyer 20 000 hommes à peu près, la France pareil 20 000 hommes, et la Pologne pareil environ 20 000 hommes. Donc ça ferait 60 000 hommes, éventuellement que les trois pays les plus acharnés pour l'Ukraine pourraient faire, éventuellement. Mais ça coûterait combien et pour combien de temps? Voilà. Et légalement, est-ce légal? Est-ce possible? Voilà. Est-ce que là, on passe pas de véritables lignes rouges? Car oui, là, ce sont de véritables lignes rouges qui peuvent mener à une véritable guerre, un vrai casus belli. Eh oui. Bon, bref, Zelensky est en plein délire, comme d'habitude, avec ses demandes complètement folles, évidemment, qui ne servent à rien à part de se ridiculiser. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Ukraine. Alors maintenant, sur Israël, bah, on ne sait pas trop, en fait, ce qu'il va faire réellement sur Israël. C'est un point d'interrogation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il veut faire la paix. Ça, il veut qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. Ça, on ne peut pas lui enlever ça, il veut la paix. Le torchon brûle entre Netanyahou et Donald Trump, ça aussi c'est véridique, c'est clair et net. Donc Trump ne va pas faciliter la vie de Netanyahou. Mais, il y a un seul facteur à regarder, c'est la livraison d'armes des États-Unis à Israël. C'est la seule chose, le seul facteur à regarder. Si les États-Unis continuent à fournir des armes, comme Joe Biden l'a fait de manière monstrueuse, parce que Joe Biden jouait la comédie, en plus, hein, il se foutait de notre poire, puisque Joe Biden disait « Oh, je me suis disputé avec Netanyahou, c'est un fils de vous m'avez compris, oh là là, ah, je suis en colère, je suis en colère. » Et à côté de ça, il n'arrêtait pas d'augmenter la donation de volume d'armes à Israël, de plus en plus d'armes à Israël. Un record historique de volume d'armes à Israël
malgré les routrages des États-Unis face à Netanyahou. Donc évidemment ultra hypocrite. Donc nous verrons quant aux livraisons d'armes, et là on saura vraiment si Trump est un faiseur de paix ou non. Alors maintenant, quant à la Chine, Trump ne s'en est jamais caché. Le véritable ennemi ou les véritables ennemis pour lui dans le monde, c'est la Chine et l'Iran. Ça a toujours été comme ça. Donc bon, l'Iran en second quand même. L'archi-ennemi des États-Unis pour Trump, c'est la Chine. Sauf que Trump, il a dit que c'était un faiseur de paix, hein. Que va-t-il faire avec Taïwan, Trump? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas parce qu'il n'en a pas dit un mot. Pas dit un mot. Donc, inutile que je vous fasse des hypothèses. Là, je n'ai rien pour m'accrocher, rien pour faire une spéculation, quoi que ce soit. Donc, je m'arrêterai là. Quant à la Chine, le plus important, c'était sur l'Ukraine, parce que c'est évidemment l'affaire pressante du moment. Alors maintenant, point final sur tout cela. La conclusion, Trump, bon, reste quand même quelqu'un d'imprévisible. Malheureusement, très malheureusement, là, on a la preuve comme quoi il est vraiment naïf et très influençable. Donc ça va poser problème, parce que ça veut dire qu'il va boire comme du petit lait tout ce que lui dit la CIA, voilà, ou le Pentagone, comme on voudra. Alors, bon, j'espère qu'il écoutera plus le Pentagone que la CIA, parce que le Pentagone a toujours été la tête froide dans tout cela. Les têtes brûlées, ça a toujours été la CIA et la Maison Blanche. C'est le Pentagone qui est, on va dire, le partenaire avec qui parler le plus raisonnable. Bon, nous verrons bien. Pour l'instant, il est trop tôt pour faire des certitudes concernant Donald Trump. Voilà ce que je pouvais dire en premier lieu là sur les tout premiers jours de Donald Trump en tant que vrai président des États-Unis. Et je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous aussi de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous et toujours, soyez curieux.